On va faire ça. Ça va être bien. On va y arriver. On va y arriver. Merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. Je rappelle que je suis en train de faire les entrevues des gens qui sont accélérés avec moi au Syntec, dont Sofiane en fait partie. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, carrément. Moi, je m'appelle du coup Sofiane Ajana, je suis docteur en épidémiologie et, j'ai monté mon entreprise pour répondre à un besoin que j'avais au sein de ma famille, voilà, qui est l'ADMLA justement, donc une maladie qui commence par une tache noire au centre de la vision et qui s'élargit avec le temps, menant à la cécité. Et sachant qu'il n'y a aucun traitement pour agir dessus de manière curative et très peu de moyens de pouvoir prévenir la survenue de cette maladie. Et d'où justement mon aventure entrepreneuriale. Et quelle aventure! J'ai vraiment hâte que tu nous partages tout ça. Ça commence où? J'aime bien commencer avec l'enfance. Ça commence au fin fond du Maroc. Ça commence vers Marrakech. Donc ma famille vient d'un petit village qui s'appelle Aïtourir. Et donc c'est un petit village, voilà, où on jouait où je jouais jeune, gamin, avec mes amis. Et puis on nous disait souvent, on nous répétait que pour réussir dans la vie, il fallait qu'on soit bon en maths. Et que quand on est bon en maths, souvent les gens veulent travailler avec nous. Souvent les gens nous convoitent parce qu'on peut les aider à résoudre tout type de problème. Et donc on s'est mis d'accord avec ma bande de potes, vas-y, on va être les meilleurs en maths. Et c'était le cas. Donc on a souvent été les meilleurs de la classe. D'ailleurs souvent je pense qu'il y a une forte corrélation entre bon en maths et être bon de manière générale. En classe en tout cas, je parle de l'aspect scolaire et académique. Et donc voilà, on a fini les premiers de notre classe et donc on a été en France pour faire les études supérieures. Tu me rappelles que vous étiez 5? On était 5. Ouais. À l'école primaire, donc ça a commencé très jeune. Ouais. Moi quand j'étais jeune, c'était plus en s'entend à faire des bêtises ou un truc comme ça. Toi c'était les maths. Ah ouais, même c'était les maths et d'ailleurs c'était... on se chamaillait, je me rappelle, tu vois, parce que du coup on était toujours les 5 premiers. Ouais. Et quand l'un de nous sortait du top 3, tu vois, quelque part on lui faisait la tête, tu vois. Genre, à ce point-là, ouais, harcèlement. tu ne parles plus trop, tu vois. Waouh. Et par la suite, les 5 se sont retrouvés. Les 5 se sont retrouvés à faire des études supérieures en France. Non, là j'ai été le seul à avoir été en France parce que pour venir en France, il faut être bon à une école, mais il faut aussi avoir des revenus financiers derrière. Des revenus. Et moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours été conscients du fait que il va me falloir un petit capital si je veux me lancer dans mes études supérieures. Et donc ils ont souvent mis de côté. Parle-moi de tes parents, ils faisaient quoi? Moi, ma mère elle a commencé par être comptable chez Yves Rocher à Marrakech. Et mon père avait fait des études de droit, donc juriste, à l'université de Toulouse. Et donc il est rentré au Maroc juste après ses études, et sauf qu'il ne trouvait pas de travail, donc il vendait des beignets à la plage. Waouh. Ouais, à Casablanca quand on habitait à Casablanca. Non, on habitait à Marrakech et lui il faisait les déplacements pour aller à Casablanca, je me rappelle. Ouais, et donc oui, mes parents sont des exemples pour moi. Ils sont partis de rien du tout et ils ont tout donné et ils n'ont jamais pris non pour une réponse, tu vois. Et tout était toujours possible pour eux. Voilà, puis ils sont également beaucoup soutenus. Et franchement, je ne serais jamais assez reconnaissant du fait qu'ils aient eu cette présence d'esprit, tu vois, de toujours mettre un peu d'argent de côté, même s'ils gagnaient très très peu d'argent à l'époque, je me rappelle. Mais malgré ça, ils arrivaient quand même à mettre un peu d'argent de côté pour mes études supérieures. Et c'est ça qui a fait que j'ai été le seul en fait de toute ma bande de potes à pouvoir aller en France pour faire mes études. Et tous les autres sont restés au Maroc. Tu as ton bac, tu t'inscris dans une université française, direction vers la France. Ouais, exactement. Et tu choisis quoi comme discipline? Au début, je suis parti sur médecine parce que j'ai toujours voulu être médecin. Et c'était une année très très dure. C'était une année où je changeais de pays, je changeais de culture, je changeais de langue. Tout était vraiment nouveau.
Et il fallait en plus gérer toute la partie immigration, plus toutes les factures, tout ce qu'on n'avait pas l'occasion de faire, ou tout ce qu'on ne faisait pas quand on est lycéen, ou quand on est en tout cas adolescent, quoi. Et donc, ouais, il y avait beaucoup de choses à gérer. Et c'était une année où j'ai beaucoup bossé, mais qui n'a pas mené en fin de compte au résultat que je voulais, qui était du coup le passage en deuxième année du concours de médecine. Ouais, mais c'est une année où j'ai beaucoup appris. J'ai appris à me connaître davantage, j'ai appris à connaître mes limites, j'ai appris à savoir que je pouvais compter sur moi. C'est important de savoir qu'on peut compter sur soi. C'est sûr. Qu'est-ce qui a mal été? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et qu'on peut s'adapter, ouais. Ben, déjà, la quantité de travail, il y avait énormément de travail. Et donc, il fallait avoir une très grande discipline. Ça, j'ai beaucoup bossé. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Enfin, j'ai fait mon max sur cette partie-là. Mais en même temps, tous les enseignements étaient en français. Et nous, au Maroc, on avait tout appris en arabe. Ouais. Et donc, il y avait un travail de traduction à faire de manière continue. Et des fois, en cours, c'était vraiment... Je sentais que je venais d'une autre planète. Parce que déjà, c'est la première fois que je prenais des cours de manière aussi intense, en plus, sur un domaine assez pointu quand même. Et dans une langue, pas qui m'était nouvelle, non, mais je n'avais pas le jargon. Et sachant que quand on fait ses études en français dès le plus bas âge, là par exemple il y avait beaucoup de vocabulaire, on va dire médical, que je n'avais pas en français, mais que j'avais en arabe. Et donc des fois j'avais du mal à comprendre des concepts que je connaissais déjà avant. Mais juste la façon dont ils étaient expliqués et la tournure qu'ont pris les choses a fait que c'était vraiment compliqué. Est-ce que tu as voulu solliciter de l'aide? Est-ce qu'il y a eu de la collaboration, de la fraternité dans ce programme-là ou pas du tout? C'est chacun pour sa gueule? Ah non, en médecine, c'est connu. En médecine, c'est même pas que c'est chacun pour sa gueule. En médecine, tu fais du sabotage. En médecine, j'ai vu des personnes renverser le café sur les copies d'autres personnes juste pour qu'ils prennent du retard. Moi, je me rappelle qu'on avait un examen d'anatomie à un moment et moi je suis très mauvais dessinateur. En anatomie il y a beaucoup de dessins. Et donc et je savais qu'il y avait des potes qui étaient dans des prépas où on leur donnait déjà tout déjà dessiné, tout est déjà bien résumé. Donc, ça aussi ça fait beaucoup la différence des gens qui vont en prépa et les gens qui font tout de même. Et je me rappelle que j'avais été à la bibliothèque et j'ai demandé à toutes les personnes de ma promotion qui étaient à la bibliothèque, un par un, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, les dessins que tu as fait, est-ce que tu peux me donner les dessins que tu as fait pour que je puisse me baser dessus, parce que moi c'était vraiment nul ce que j'avais fait, j'arrivais pas à comprendre. Et je me rappelle avoir demandé à des dizaines de personnes. Mais vraiment, je faisais l'un après l'autre, tu vois. Et à 17 ans, t'imagines, c'est pas un âge où j'avais confiance en moi comme aujourd'hui. C'est un âge où on se découvre encore. Tu sors ton environnement, et puis aussi, c'est tout nouveau. Enfin, vraiment, avec du recul, je me dis, je suis fier de moi, tu vois. Bravo. Et du coup, au bout d'un moment, c'était la 30e personne qui avait accepté. C'était une fille, je me rappelle. Et elle avait accepté de me donner sa copie. Je te jure, quand elle m'a donné ces fichus dessins, mais j'ai pleuré. Tellement j'étais surpris déjà. Et tellement j'avais essuyé de refus. 30, c'est immense. Tu vois. Ouais, ça c'est un souvenir que j'oublierai pas de médecine. Ça s'appelle comment? Tu te rappelles son nom? Non, j'ai oublié. Mais par contre, tu vois, ce que j'ai retenu, c'est que c'est l'année où j'ai commencé à vraiment me construire. Et c'est l'année où j'ai commencé à aller bien au-delà de ma zone de confort et à commencer à me sentir confortable en dehors de ma zone de confort. Je comprends. Apprendre à le sentir. Tu finis cette année-là, tu t'orientes vers autre chose. Exactement. Tu ne décides pas de retourner au Maroc, etc. Pour toi, il fallait avancer, faire autre chose. Et tu te retrouves à faire quoi? Pour moi déjà, c'était... En fait, quand on part en France pour faire ses études, on a souvent cette épée de Damoclès qui s'appelle la carte de séjour. Et que, avec la carte de séjour, en fait, tu as le droit à un échec.
Si tu rééchoues une deuxième fois, on te renvoie chez toi. Ok. Et j'avais déjà eu mon premier échec. Et donc c'était soit je retentais médecine, sachant que j'avais décroché le redoublement, parce que même pour redoubler, il fallait être dans la première moitié, enfin je ne me rappelle plus trop des critères, mais en tout cas il fallait avoir une certaine moyenne pour pouvoir redoubler. Donc j'avais la moyenne qu'il fallait, mais j'avais pas encore, j'imagine que je ne voulais pas le tenter, que je voulais pas, que ma seule expérience en France c'est limité à 2 échecs, parce que médecine, ça reste un concours. C'est contingenté. On peut avoir 14 sur 20 par exemple, et toujours ne pas être sélectionné pour passer en deuxième année, si les autres ont eu de meilleures notes. Donc je voulais pas que mon seul séjour en France se limite à ces 2 échecs, ce qui aurait été fatal pour moi, et pour ma confiance en moi, pour la suite de mes études. Et donc j'ai voulu assurer un peu mes arrières, et je suis parti en maths. Tu reviens à ta zone de confort. Je suis revenu quelque part à ma zone de confort, où voilà, je voulais assurer les choses, et je me suis dit qu'en faisant des maths, je pourrais toujours par la suite bifurquer vers autre chose, si jamais je veux changer de voie en cours de route. Et donc voilà, j'étais à Tours au début, et puis ensuite je suis parti à Toulouse. Et là donc j'ai fait ma licence de maths, donc ça s'est très bien passé. Et puis ensuite j'ai fait un master 1 en maths, et puis j'ai découvert l'épidémiologie lors de mon stage. Ça rejoint un peu ce que tu faisais en médecine. Ouais, carrément même. Parce qu'à force de faire des maths, au bout d'un moment, je voulais les appliquer à quelque chose. Je n'ai jamais voulu faire des maths pour faire des maths, j'ai toujours voulu faire des maths pour résoudre des problèmes. Mais des problèmes concrets. Ouais. Et donc, j'ai découvert l'épidémiologie pendant un stage de M1, et j'étais là, ok, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je me suis, j'ai candidaté à un master 2 d'épidémiologie, et j'ai été pris. Et je me rappelle être le seul mathématicien de tout le master 2. Il n'y avait que des professionnels de santé, donc des pharmaciens, dentistes, médecins. Et donc moi. Tout ça, ça a duré combien? 3 ans pour la licence? 1 an 3 plus 2. 3 plus 2, ok. Ouais. Donc, 5 ans après. C'est ça, exactement. Tu finis tes études, ça se passe bien, tu es content, tu as tes amis, tu as ta vie en France. Est-ce que tu restes en France, tu reviens au Maroc? C'est quoi la suite? Ouais, là pour moi en fait le but c'était de commencer quand même à réfléchir à revenir au Maroc. Ok. Parce que moi j'ai quitté le Maroc pour aller en France pour avoir une éducation de qualité dans le domaine qui me passionnait, qui était médecine donc à la base. Et puis du coup le but était de revenir au Maroc justement pour pouvoir aider mon pays à se développer, pour pouvoir y apporter ma pierre à l'édifice. Et sauf que là, donc je reviens, et là je vais directement voir ma grand-mère. Donc ma grand-mère c'est comme une deuxième mère pour moi. Pour l'anecdote, en fait au début quand j'étais né, je passais tout mon temps avec elle, parce que mes parents travaillaient déjà beaucoup. Et elle me disait, mais Soufiane, quand tu étais bébé, donc jusqu'à la fin de ma première année, tu aimais toujours la nuit, quand tu dormais à côté de moi, tu aimais toujours venir et dormir sur ma tête et me faire pipi dessus. Et vraiment, elle m'a dit, mais tous les soirs, je ne sais pas pourquoi, mais tous les soirs, tu m'arrosais. Coupé. Et voilà, tu vois, donc c'est... Tu pisses sur le monde. Voilà, exact. Et sur la tête en plus. Donc j'ai vraiment un lien très très étroit avec ma grand-mère. Et donc c'est là où je lui parlais et que j'apprends qu'elle n'arrivait pas à voir mon visage. Voilà, elle me dit, mais mon fils, vraiment ton visage est flou pour moi. Et je lui dis, mais c'est nouveau ça... Elle me dit, non, ça fait déjà quelques temps maintenant que ça a commencé, mais c'est de pire en pire. Et je n'ose pas trop le dire à tes tantes et oncles, parce que je sais qu'ils vont m'amener chez le médecin. Et elle déteste les médecins. Elle ne veut pas être touchée par les médecins, ma grand-mère. Mais du coup, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai amenée chez le médecin. Et c'est là pourquoi elle t'a dit toi, pas aux autres? Parce qu'on a vraiment ce lien. D'accord, elle te fait confiance. Ouais, et pour elle, le fait que j'ai eu
Voilà, parce que du coup, ma famille lui avait dit que j'avais eu un Master 2, du coup, voilà, que j'avais fini mes études. Et donc, pour elle, déjà, j'étais docteur déjà. Voilà, donc, peut-être qu'elle croyait que je faisais des études de médecine. Je pense qu'elle croyait que je pouvais la soigner. Et, ouais, et c'est là où donc elle a eu, elle a été diagnostiquée avec la DMLA. Et donc, moi, de mon côté, ben, je suis parti pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire là-dessus. Donc j'ai demandé à l'ophtalmologiste qui l'avait ausculté et qui m'a dit ben, écoutez, ben là, à part des injections intravitréennes pour ralentir la progression de la maladie, on ne peut pas faire grand-chose. Et ma grand-mère, c'était hors de question qu'un médecin la touche. Et donc, et je lui dis, Tu ne savais rien de la maladie à l'époque? Non, non, non. Et je lui dis, et donc, côté prévention, comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour au moins faire ralentir des choses sans forcément avoir recours aux injections. Et là, il ne savait pas quoi me dire, c'était vraiment très... Oui, il n'avait rien à me dire. Il m'a dit, écoutez, on ne peut rien faire sinon à part ça. Et donc moi j'ai été voir la littérature et j'ai compris que les moyens d'action contre la DMLA étaient très très limités. Là je parle de 2014. Et que la science, selon moi, à l'époque, n'avançait pas à la vitesse à laquelle je voulais qu'elle avance. Et donc c'est pour cela que je me suis décidé, voilà, qu'en tant que mathématicien, ben, j'ai trouvé le problème que j'allais résoudre. Et c'était celui-là. Et du coup la façon de le résoudre, c'était de trouver un doctorat en épidémiologie pour pouvoir mieux comprendre déjà la pathogénèse de la maladie, donc le développement de la maladie, et puis ensuite trouver un moyen d'agir dessus. Tu es vraiment allé aux sources, tu as cherché partout, il n'y a pas de solution, je fais quoi? Et chaque personne va réagir différemment. Toi, tu as vu le chemin des études, d'étudier la question et trouver une solution toi-même. Ouais, mais parce que dans tous les cas, c'était une maladie héréditaire. Et donc là, je voyais déjà ma tante qui, à l'époque, avait déjà commencé à avoir des stades précoces de la maladie. Je savais que c'était que le début. Et qu'ensuite, que ça allait se propager à toute ma famille. Donc, ben, c'était ma raison, à moi en tout cas. Enfin, moi, je n'ai jamais voulu être entrepreneur. Moi, j'ai voulu résoudre ce problème-là. Mais on va revenir à ça plus tard. On va revenir à ça. Donc, Ouais. tu reviens en France, tu fais donc doctorat sur le sujet et raconte-moi cet épisode-là. Ouais. Ben, je reviens en France et là, du coup, ben, il faut trouver déjà un doctorat sur la prévention de la DMLA. C'est quand même assez spécifique comme sujet. Et donc, j'avais candidaté à tous les labos de recherche en France qui travaillaient sur cette maladie-là. Et j'ai été recruté dans un laboratoire à Bordeaux qui s'appelle Bordeaux Population Health and Research Center. Donc c'est une unité mixte de l'INSERM, donc qui est le NIH de la France et de l'Université de Bordeaux. Et donc j'avais travaillé là, et donc j'ai été recruté et là je leur avais dit que je voulais faire justement un doctorat là-dedans. Et ils m'ont dit écoute, ben, c'est très bien pour toi, mais nous on n'a pas de doctorat à te proposer. Donc si tu veux, on te recrute en tant que statisticien ou data scientist, maintenant on peut dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, on n'a pas de doctorat à te proposer, mais par contre tu seras dans un labo de recherche, donc tu pourras continuer à aller demander aux autres chercheurs s'ils ont un doctorat à te proposer. Et ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans avant que mon équipe de recherche, justement, n'ait trouvé un financement Par hasard. dans le cadre de cette maladie-là. C'est pas par hasard, enfin, c'était l'un des axes de développement de notre équipe de recherche. Et donc ils ont trouvé un financement dans cette maladie-là dans le plus grand consortium européen qui n'a jamais été formé pour la DMLA. Et donc c'est un consortium, on était 14 équipes de recherche et d'industriels à travailler main dans la main pour 2 raisons principales. La première est une meilleure compréhension des processus qui mènent au développement de la maladie. Et la deuxième raison était de trouver un moyen d'agir dessus, de manière préventive. Et donc j'étais là, mais c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais comme doctorat. Et voilà, et donc j'ai eu la chance d'avoir une thèse co-dirigée par 2 directrices d'équipe dans mon labo de recherche. On avait le budget pour faire exactement ce qu'on voulait faire. Et j'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que j'ai pu assister grâce à ça justement à différentes conférences partout dans le monde, que ce soit pour présenter mes travaux, assister seulement à des conférences pour mieux comprendre, un peu mieux appréhender les technologies médicales, les nouvelles technologies médicales qu'on pourrait mettre en œuvre dans notre cas. Donc
très très belle expérience. Ça a duré combien de temps? Alors, le doctorat a duré 3 mois, 3 ans, 3 ans et 3 mois. 3 ans et 3 mois. Et donc, nous avons trouvé, du coup, nous avons développé un test sanguin qui est basé donc sur une goutte de sang séchée, un peu comme pour les personnes diabétiques qui vont s'extraire une goutte de sang. Donc nous, on envoie le kit aux personnes, elles extraient leur goutte de sang, elles la renvoient à notre laboratoire, et là on va l'analyser et on va leur prédire le risque de développer donc, des stades avancés nécessitant de la maladie. Et à partir de cette goutte de sang, donc, on va mesurer plusieurs molécules qui vont refléter les expositions liées au mode de vie de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on va pouvoir évaluer leur façon dont ils se nourrissent, on va pouvoir évaluer leurs habitudes de consommation de tabac, parce que le tabagisme, c'est pas binaire, c'est pas je fume ou non. Le tabagisme, c'est souvent je fume pas, et puis en soirée, je bois un coup, vas-y, je fume une petite clope, et puis tiens, les occasions pour sociabiliser, je vais refumer un peu, puis après j'arrête, après je reprends. Donc il faut avoir un outil pour pouvoir effectuer une mesure continue des changements d'habitude tabagique chez les personnes. On évalue également l'exposition à la pollution. Voilà, parce que tous ces facteurs dont je parle, ce sont des facteurs associés au développement de la maladie dont je te parle. Donc, avec une goutte de sang, tu vas pouvoir déterminer non seulement le risque que tu sois malade, mais aussi les expositions dans le sang à la pollution ou à la cigarette. Le risque d'être malade est déterminé par ces molécules-là, est déterminé par ces facteurs. D'accord. Ces facteurs sont associés au développement de la maladie. Donc je prends ta goutte de sang, je vais mesurer et quantifier ces facteurs-là. Et ensuite, on a une combinaison, donc on fait une combinaison des différentes concentrations de ces molécules pour prédire le risque d'avoir la DMLA avancée. Et puis ensuite, l'objectif est de pouvoir accompagner les personnes pour qu'elles puissent agir sur leur risque à travers un coaching, justement, qu'on appelle le lifestyle coaching, qui va être fourni par une équipe qu'on a appelée Integrative Care Team, parce qu'on veut avoir cette approche holistique de la chose. Et donc, c'est-à-dire qu'on va accompagner les personnes à mieux se nourrir et donc les inciter à se diriger plus vers un régime méditerranéen, parce qu'on a démontré que ce régime-là baissait le risque de développer la maladie de 40%. On va les aider donc les accompagner pour agir également sur leurs habitudes tabagiques. On va les accompagner également pour agir sur leur exposition à la pollution, mais également d'un point de vue psychologique, parce que quand une personne commence à perdre la vision, ça a un grand impact psychologique. 80% des informations perçues par notre cerveau le sont via notre vision. Imagine. Et imagine si ensuite tu n'as plus accès à ta vision. Rappelle-moi, il y a combien de personnes dans le monde qui sont affectées par cette maladie? Donc là aujourd'hui, on est 200 millions de personnes dans le monde affectées par la maladie. Au Québec, ou plutôt au Canada, on va parler de 2,5 millions de personnes, donc un peu plus que 5% de la population. Aux États-Unis, on est sur 20 millions de personnes. En Europe, en UE, du coup, on est sur 67 millions de personnes. Je connais bien ton marché. Donc là, tu as fait tes études, tu finis ton doctorat, tu connais la maladie. L'entrepreneuriat, il rentre où? L'entrepreneuriat, l'idée a commencé à germer vers la fin de ma thèse, où là, donc, on commence à avoir ces résultats très pertinents, qui ont été publiés d'ailleurs dans les plus gros journaux d'ophtalmologie au monde. Et on a également commencé à déposer des brevets, parce que le labo de recherche est venu nous voir pour nous dire, là, ce que vous avez découvert, c'est vraiment très innovant. Donc nous, on vous encourage à déposer un brevet et on va vous accompagner. Ce n'est même pas nous qui avions l'idée, c'est le labo de recherche qui est venu nous proposer l'idée de déposer le brevet. Le brevet, tout est financé par l'université et par le fonds. Bien sûr. Et donc, ce qui s'est passé ensuite, c'est que vers la fin de ma thèse, là, je commence à demander au labo de recherche, je commence à demander aux hôpitaux comment ils allaient faire pour amener ma technologie aux patients. Ouais. Parce que moi, à la base, je n'ai pas fait des recherches pour faire des recherches. J'ai fait des recherches pour résoudre un problème qui touche ma famille. Je reviens à ta grand-mère, comment elle va d'ailleurs. C'est ça le but. Et là, ils me disent non, nous, on ne va pas du tout commercialiser. Nous, notre objectif est de te donner le meilleur environnement pour que tu fasses tes travaux de recherche, mais la commercialisation, ça ne fait pas partie de notre proposition de valeur. Et si tu veux commercialiser, il faut que tu fasses toi-même. Et là, maintenant, on se retrouve, c'est à un autre niveau.
il y a le premier niveau qui est faire de la recherche pour améliorer une certaine prise en charge médicale, on va dire. Donc ça dure 3 ans, comme j'ai dit, une thèse. Mais par contre, amener ces travaux de recherche et ces inventions, les amener sur le marché, c'est un peu d'ailleurs l'innovation. C'est amener une invention à un marché pour lequel cette invention résout un véritable problème. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des décennies même. Parce que changer les mentalités des gens, changer le gold standard médical, éduquer les gens, c'est cher déjà et ça prend beaucoup de temps. Et donc là, je me lançais sur une aventure qui pouvait durer des décennies. Et tu étais conscient de ça? Je savais parce que du coup, je traînais beaucoup avec des ophtalmologistes pendant ma thèse, dans les conférences également. Des fois, il y avait des sessions de valorisation de la recherche, donc la recherche translationnelle. Et donc j'étais là, il faut vraiment que je m'assure que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. D'accord. Et c'est là, moi j'ai fini mon doctorat fin 2019 et début 2020, du coup c'était la Covid. Et donc tout ce cloîtré à la maison. Et donc moi pendant ce confinement, j'ai candidaté à plusieurs bourses pour continuer à avancer sur ces travaux que j'avais faits. Et puis également pour voir si je pouvais être accompagné pour amener ces travaux sur le marché. Et puis à un moment, je n'en pouvais plus de rester confiné chez moi. Et donc là, j'ai pris mon vélo et j'ai fait un tour d'Europe à vélo. Quoi? Ouais, moi, la Covid, c'était pas pour moi. Donc j'ai fait un tour d'Europe à vélo et l'objectif de ce tour d'Europe était de sensibiliser le grand public à la DMLA. Wow. Et donc tous les soirs, je frappais aux portes des gens pour leur demander de m'héberger et j'en profitais pour leur parler de la maladie. Et donc j'ai vraiment voyagé pendant des milliers de kilomètres. Combien de pays? J'en ai fait 6 en tout, ouais. J'en ai fait 6 ou 7. J'ai la vidéo sur YouTube. Voilà, si tu tapes Soufiane Ajana sur YouTube, tu auras ma vidéo. Vous allez voir ça en commentaire. Allez, on va mettre ça en commentaire. Et c'est là où un soir, j'ai été hébergé par une personne qui avait la DMLA. Et donc c'était une vieille femme. Elle m'accueille chez elle et là elle me dit écoutez, je suis très contente que vous soyez venu jusqu'à moi parce que je suis presque aveugle de la maladie et je ne sais même pas ce que j'ai parce que l'ophtalmologiste que je vois en ce moment, à chaque fois il ne prend pas plus que 5 minutes avec moi et puis il me parle dans un jargon que je ne comprends pas forcément et là j'ai quelqu'un qui peut m'aider à mieux comprendre ce qui m'arrive. Et là, donc, on a passé toute la nuit à parler jusqu'à 3 h du matin. Et le lendemain matin, on se réveille pour le petit-déj. Et je me rappelle, personne ne parlait. Il régnait un silence, mais religieux. Et puis au bout d'un moment, elle me regarde dans les yeux, elle me fixe, elle me dit Soufiane, je sais que pour moi, il est déjà trop tard. Je suis déjà presque aveugle. Mais j'ai des enfants et des petits-enfants qui n'ont pas encore la maladie. Et j'espère qu'ils ne l'auront jamais. Donc, toi qui as trouvé un moyen d'agir dessus, s'il te plaît, ne reste pas les bras croisés. Fais quelque chose. C'était dans quel pays? C'était en France. C'était vers Dole. Et là, je suis parti. Donc, on a fini le petit déjeuner et j'ai repris mon vélo, je suis parti. Et ce qui est bien quand on voyage à vélo, c'est qu'on est rarement sur son vélo. On est souvent en train de méditer. On est souvent la tête dans les nuages. D'ailleurs, ouais. Et du coup, pour la faire brève, c'est là où je me suis dit, tu sais quoi, c'est bon. Tu as la confirmation que tu cherchais. Ça t'a encouragé, tu as eu une confirmation. J'ai eu une confirmation parce que ça m'avait vraiment touché, venant de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs. Et sur qui t'es tombé par hasard. C'est ça. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je vais en faire ma raison de vivre. Et comme quoi, je pense que l'univers m'a entendu à ce moment-là. Parce que du coup, dans la foulée, une semaine plus tard, j'ai reçu un mail de Spark. Donc Spark, c'est une initiative qui a été lancée par l'université de Stanford, donc de médecine. Et c'est une initiative pour encourager la recherche translationnelle. Donc pour encourager les chercheurs justement comme moi, qui ont développé de nouvelles technologies, donc qui ont inventé
de nouvelles technologies et c'est pour les aider à innover, donc à amener ces technologies sur le marché. Et c'était un programme de 100 000 euros. Et donc j'ai appris que j'étais présélectionné. Et puis ensuite, voilà, peut-être qu'on fera ça dans un autre épisode. Ou non, tu peux continuer. Ou dans un teaser, mais parce que je me suis retrouvé avec ce mail. J'étais au fin fond de l'Allemagne. Je n'avais pas de PC, je n'avais rien du tout. J'avais juste 2 caleçons, 2 t-shirts et mon vélo. Et c'est tout. Et j'avais une présentation à faire dans 1 semaine. Fallait que tu te débrouilles. Il fallait que je me débrouille. Donc là, je pars sur mon portable. Et là, moi, je suis un pur produit des bibliothèques. C'est-à-dire, j'ai fait toutes mes études à la bibliothèque. Et donc, j'écris juste bibliothèque à proximité. Et là, la plus proche était à Ulm, donc ULM. Et c'était à 3 jours de vélo. Et donc... Tu vas? Je me suis cru au Moyen-Âge. Du coup, j'ai pris mon vélo. Et donc, t'as pas pris un stop? Non, mais j'avais mon vélo sur moi, je vais laisser où mon vélo? Et donc, j'ai... 100 000 euros au vélo? Ouais, mais au bout d'un moment, on développe une relation très très intime avec le vélo. Lors d'un voyage pareil, vraiment. Et donc, je me suis dit, allez, c'est bon, ben, je prends mon vélo et j'y vais. Du coup, j'ai mis 3 jours pour arriver à Ulm. Et là, je me rappelle, dès que j'arrive, je vais à la bibliothèque. T'es mort. Et je leur dis, bon écoutez, voici la situation. Donc là, j'ai une opportunité que je ne risque pas d'avoir à nouveau dans une vie. Et est-ce que vous pouvez me prêter un PC? Et là, ils me disent non. Parce que c'était la Covid et que tous les PC étaient condamnés. Et donc, je rentre à l'intérieur, je vais parler à la directrice. Je lui explique la situation. Et là, elle me dit, écoute, je comprends totalement ta situation, j'ai pas envie de te laisser comme ça. Donc, on a un ordinateur central que les gens peuvent utiliser pour consulter notre catalogue. Donc, et ce sont les vieux ordinateurs. Donc, ce sont les ordinateurs où déjà tu es debout, avec un écran incliné et Windows 95. Voilà, donc on est vraiment sur du vieux PC. Et elle m'a dit, ben, du coup, tu peux l'utiliser. Tu as PowerPoint dessus, donc pour faire ta présentation. Mais par contre, à une condition. Dès que quelqu'un va vouloir consulter le catalogue de l'université, il faut que tu le laisses consulter le catalogue. J'étais d'accord. Donc, il me restait 4 jours. En plus, donc les horaires de la bibliothèque étaient réduits. C'était de 10 à 16 heures, alors qu'à la base, c'était censé être de 8 heures à 19 heures, à cause de la Covid à nouveau. Et donc, à 10 heures, j'étais là-bas. Et je travaille sans présentation. Vraiment, je suis parti d'une feuille blanche, pas de clé USB. Même mon adresse mail de l'Université de Bordeaux a été supprimée parce que j'étais plus à l'Université de Bordeaux. Et donc, je me rappelle que la journée, je travaillais sur le PC et le soir, j'étais dans ma chambre là, de l'auberge à faire la revue de la littérature sur mon smartphone. Traumatisant comme expérience. Mais j'y suis arrivé parce que du coup, le dernier jour, le jour de la présentation, je vais voir la directrice de la bibliothèque et je lui dis, écoute, déjà un grand merci pour m'avoir laissé travailler là-dessus. Et maintenant, je fais la présentation, là, dans 2 heures. Et il me faut une caméra, il me faut un PC avec une caméra parce que là, je ne peux pas faire la présentation depuis ce poste de la bibliothèque. Et en plus, imaginez-vous, si pendant la présentation, quelqu'un veut consulter le catalogue, je ne peux pas m'écarter. Enfin, c'est vraiment pas agréable, même le bruit. Et là, elle m'a dit, bon, écoute, je vais t'ouvrir une salle. Et elle m'a ouverte la salle Einstein. Parce que Einstein était professeur à l'université d'Ulm à un moment. Et donc elle m'a ouvert la salle et ils ont tout aseptisé. C'est une grande salle. Ils ont tout aseptisé juste pour moi, pour que je puisse rentrer. Elle m'a également prêté une tablette pour que je puisse faire une présentation. Et puis à la fin, quand elle a vu que j'avais fini, d'ailleurs j'en ai profité de la présentation pour remercier l'Université d'Ulm pour leur hospitalité, parce que sans eux, sûrement, ça n'aurait pas été possible. Et donc, après que je sois parti de la salle, ils ont à nouveau tout aseptisé. Et tout ça pour quelqu'un qui ne connaisse ni d'Ève ni d'Adam. J'étais juste un gars de passage sur son vélo et qui s'arrête pour faire une présentation. La valeur de la science. T'es bien tombé. C'est bien tombé. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai appris que j'étais sélectionné. Bravo. Bravo. Et vraiment, quand je l'ai appris, je m'étais dit, mais tout était déjà dans un... Tout était impossible. Enfin, c'était dans une... J'ai tout préparé dans des conditions tellement extrêmes
que du coup, par défaut, tu es ultra efficace parce que tu n'as pas le temps. Et peut-être tu n'aurais pas eu cette adversité, tu n'aurais pas eu la même qualité que tu as eu, tu n'aurais pas eu le même stress, la même volonté pour réussir ça. Parce que j'étais là, c'est juste hors du commun tout ce qui m'arrive là. Donc tu as envie que ce soit marquant. J'aurais été peut-être à Bordeaux sur mon canapé, peut-être j'aurais pas été sélectionné. Parce que peut-être que je n'y aurais pas mis la même énergie, la même intensité. 3 jours de vélo, Windows 95, Ulm. Non, c'est incroyable. C'est fou. Mais donc voilà, le fait d'avoir eu cette bourse, ça m'a permis justement de me dire ok. Donc là, non seulement j'ai des travaux de recherche à valoriser, mais j'ai également les moyens aujourd'hui de les valoriser. Parce que 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et donc là, après, j'ai fini mon voyage à vélo et je suis rentré à Bordeaux et j'ai fait un post-doctorat. Donc un post-doctorat qu'on appelle un post-doctorat d'innovation, dont le but était d'adapter ma technologie maintenant au marché. Voilà, c'est-à-dire au début, c'était un projet purement scientifique. Maintenant, donc par exemple, le test sanguin au début était effectué à partir d'un prélèvement sanguin. Là, on s'est dit, si on veut pouvoir scaler cette technologie et donc la vendre à grande échelle, on ne peut pas demander aux patients qu'ils aillent tous dans un laboratoire de biologie pour se faire prélever du sang. Donc essayons de l'adapter à partir d'une goutte de sang séchée. Et comme ça, on peut juste envoyer un kit aux personnes qui se piquent le bout du doigt. Ils nous envoient la goutte de sang séchée donc, sur du buvard, on la reçoit, on l'analyse et on leur donne le résultat. Et donc c'est ça que j'ai fait pendant mon post-doctorat, mais également j'ai intégré une école de commerce, donc HEC Paris, pour pouvoir apprendre les fondamentaux du business. Et les 100 000 euros, ils sont où? Tu les as mis où? 100 000 euros, c'est ce qui a permis de financer mon post-doctorat. Ton post-doctorat. Et HEC Paris aussi. Pardon. Et également des conférences où j'ai pu acheter un PC avec. Nécessaire pour aller chercher d'autres 100 000 euros. Voilà. Donc, continue l'histoire. Tu fais ton post-doc, des conférences, ton entreprise est déjà créée. D'accord. Non, ça ne sert à rien de créer une entreprise si il n'y a pas l'obligation de la créer. Parce que quand tu crées une entreprise, tu lances le compte à rebours. Et pourquoi lancer un compte à rebours si tu peux te permettre de continuer à avancer sans lancer son compte à rebours? Pourquoi tu dis qu'il y a un compte à rebours? Mais parce que après tu es jugé par rapport à ton entreprise. Si tu dis par exemple que j'ai lancé mon entreprise et que 5 ans plus tard j'ai toujours pas fait de chiffre d'affaires, ils vont te dire pourquoi. Medtech c'est normal, non? Oui, mais du coup, et même côté charge, tu te rajoutes des complexités dont tu peux te passer si tu peux t'en passer. Tu vois? Et donc moi j'ai lancé mon entreprise le jour où j'ai voulu demander le marquage CE par exemple. Donc là pour le coup il te faut une entreprise. Je comprends. Postdoc, tu as un ordinateur, tu es en France, c'est quoi, 2022, 2023? Donc là, le voyage à vélo c'était en 2020. J'ai fait le postdoc de fin 2020 jusqu'à fin 2022. Okay. Et puis donc j'ai lancé ma boîte en janvier 2023. Janvier 2023, tu lances ta boîte. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Des complications. C'est pour ça que je ne vais pas lancer la boîte. Comme tout entrepreneur, c'est pour ça que je ne vais pas lancer la boîte. Ça fait partie du jeu. Le compte à rebours commence. Donc je lance la boîte et puis donc pour essayer d'amener mon produit sur le marché français au début parce que voilà, la boîte est lancée à Bordeaux. Et c'est là où je me rends compte que la réglementation européenne est très complexe. Est très complexe et que pour une start-up early stage, c'est très compliqué de lancer un produit médical en Europe. Très très compliqué. Et c'est dommage parce que du coup ça m'a poussé à quitter l'Union européenne et d'aller en Amérique. Tu es allé où en Amérique? Parce que là-bas c'était beaucoup plus abordable et les gens en plus la culture du risque, en plus la culture de l'innovation qu'en Europe. Et c'est vraiment dommage. Et que ce ne soit pas le cas en Europe également. Oui, parce que tu as les meilleurs centres de recherche, tu as les meilleurs labos et puis... Écoute, les choses sont en train de s'améliorer, on verra bien dans quelle direction ça va. Et donc j'ai été à la Silicon Valley, c'est là où ça se passe. La Mecque. C'est ça, et donc j'étais à la Silicon Valley et
J'ai compris ce qu'était que d'avoir une mentalité d'innovation. J'ai adoré la mentalité de la Silicon Valley, c'est vraiment fou. Et puis en même temps, j'en ai profité pour faire plusieurs conférences d'optométrie donc, aux États-Unis pour trouver des partenaires potentiels, trouver des investisseurs potentiels. Donc j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis et donc j'y suis resté près de 6 mois en tout. Et puis après, j'ai pris la décision de demander un visa voilà, pour pouvoir m'y établir. Parce que je suis convaincu que c'est mon plus grand marché. Il y a 20 millions de personnes qui ont la DMLA aux États-Unis. Et donc, j'ai demandé un visa. Et donc, entre-temps, j'ai dû quitter le pays. Et du coup, je suis venu à Montréal. D'accord. Juste avant que tu reviennes à Montréal, tu m'avais raconté que tu as fait le tour des VC. Raconte-moi cet épisode-là. Ouais, ça c'est un épisode que j'aimerais bien oublier, tu vois. Non, je veux que tu me partages. Ouais, du coup, quand j'étais à San Francisco, le but était de lever des fonds. Et bon, j'ai fini par comprendre que j'étais très early stage et que là, on est dans une partie, on est dans une phase où c'est très dur de lever des fonds et que là, les investisseurs adorent les entreprises qui sont seed stage, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ils commencent à leur donner ou à leur demander de plus en plus de traction qui est plus de la série A qu'autre chose. Et donc, les entreprises aussi n'ont jamais été aussi peu chères et aussi peu valorisées que dans les 2 dernières années, donc 2023, 2024. À un moment donné, il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis sur les entreprises, ça n'avait pas de sens, et puis après le Covid. Ouais. Et on n'est pas en bonne période pour lever les fonds. Et donc justement, c'est pour ça que je me rappelle avoir fait justement le tour de près d'une centaine de VC. 100 VC, t'as pitché à 100 VC. Ouais, VC. Tu les rencontres dans les cafés, tu rencontres. Business Angels, ouais, tu rencontres partout. Tu rencontres partout. De toute façon, ce qui est bien de Silicon Valley, c'est que tu as des dizaines d'événements autour de l'entrepreneuriat par jour. C'est fou. Et pour ne pas parler en centaines. Et donc, tu as l'embarras du choix. Tu as l'embarras du choix. Enfin, je me rappelle, j'étais tout le temps sur Eventbrite, parce que la majorité de ces événements sont répertoriés sur Eventbrite. Et tu y vas. Tu t'inscris, tu y vas. Ouais, et tu y vas, et du coup, tu rencontres des gens, et tu distribues des cartes de visite, et tu décroches des rendez-vous. Et voilà, et je me rappelle que j'avais vraiment enchaîné plusieurs VC. Ça t'a découragé? Qu'est-ce que ça t'a donné comme... J'étais juste acharné, parce que pour moi, il est hors de question que je baisse les bras. D'ailleurs, je ne suis pas dans une mentalité de quelqu'un qui baisse les bras. Je pense que le principal trait qu'un entrepreneur peut avoir, c'est la résilience. C'est vraiment la résilience. Sans résilience, on n'arrive à rien. Entièrement d'accord avec ça. Voilà, et donc, je me rappelle que j'étais en train de parler à ce énième VC. En plus, c'était un très bon VC, un très bon VC. Et c'était parfait pour moi. Et c'est là où j'étais en train de lui parler de ma solution, et puis je le voyais qui n'était pas très réceptif à ce que je racontais, et puis je voyais qu'il cherchait plus des raisons pour m'envoyer balader que pour me garder avec lui, pour en apprendre plus sur mon projet. Et puis à un moment, j'ai juste explosé en larmes. Ouais, et c'est venu directement. C'est venu... Naturellement. Non, je n'avais aucune emprise sur ce que mon corps faisait. Juste mon corps s'est lâché. Et du coup, je lui disais désolé, je sais pas ce qui se passe. Et lui, du coup, me regardait parce que ça a mis un grand malaise dans la réunion, tu vois. Et il me regardait, il savait pas quoi faire, et moi j'étais là. Je vous jure, j'essaie d'arrêter, ça va pas s'arrêter. Voilà, donc du coup après je suis parti à la salle de bain, je me suis calmé un peu, voilà, pour me calmer un peu, et je suis revenu, mais voilà, puis après je suis parti du meeting. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté les États-Unis, j'étais là, ok. On me demande tout le monde me demande qu'ils veulent plus de traction, je vais leur demander je vais leur amener plus de traction. Et donc là, c'était très bien, parce que du coup ça m'a forcé à me recentrer sur mon produit. Et même si c'est en medtech et que c'est compliqué d'amener un produit medtech sur le marché vite, là j'étais là, de toute façon là j'ai pas le choix.
Alors, ils veulent voir du revenu. Tous, ils me disent qu'ils veulent voir du revenu. Et là, tu quittes les États-Unis pour venir à Montréal, c'est là qu'on se rencontre, c'était une séance d'information au Syntec, plus juste ici où ce qu'on est en ce moment. Et je me rappelle, tu me disais, ah je sais pas, soit je le fais ici, soit je le fais au States. Et on en parlait, on avait rencontré, si je me rappelle bien, un autre entrepreneur qui parlait de ce que peut offrir Montréal à un entrepreneur. Je te laisse continuer. Ouais, non mais du coup, j'ai découvert le Syntec à travers, pareil, des événements de networking, donc ici aussi à Montréal. Et tout le monde me disait, mais tu coches toutes les cases, mec, genre t'es en medtech, tu viens de la deep tech, et tu as une boîte qui est quand même assez avancée, et tu sais de quoi tu parles. Franchement, quand il y a au Syntec, tu vas voir, tu vas aimer, ils vont vraiment pouvoir bien t'accompagner. Et c'est ça que j'ai fait. Du coup, j'ai candidaté, et quand j'étais sélectionné, j'étais trop content. Et donc, et en effet, en fait, là, moi, je prends cette accélération de Syntec comme une sorte de deuxième chance pour mon entreprise. Second souffle. Ouais, mais vraiment. Là, j'ai l'impression que je lance une boîte dans la boîte. Là, c'est comme si je lançais une spin-off de ma propre spin-off. Parce que ma boîte est une spin-off de l'INSERM, justement, donc du NIH en France. Et vraiment, ça me donne un nouveau souffle, parce que tous les concepts que j'entends ici sont des concepts que j'ai déjà vus, parce que ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Mais là, le fait de les réécouter et de jouer le jeu, surtout. Je te jure que je fais exactement la même chose. Il faut jouer le jeu. Tu joues le jeu, tu dis pas, non, c'est bon, je suis passé par là, je vais pas le faire. Non, tu joues le jeu, tu reprends le téléphone, tu rappelles tes contacts de validation, tu réétablis ton business model, tu joues le jeu, tu redéfinis ton problème, tu redéfinis tes personas. Vraiment, et là je joue le jeu et déjà ça me fait plaisir de rejouer le jeu parce que je le refais mieux que la première fois où je l'avais fait il y a quelques années. Tu as plus de connaissances. Exactement, et en même temps, il y a cet aspect d'effet de groupe où tout le monde se dirige vers le même objectif avec les mêmes inspirations et la même envie de réussir. On a une belle équipe, c'est vrai. Ouais. Bah, écoute, d'ailleurs, Sofiane a pris une balle pour le Syntec, comme vous pouvez le voir. Je me suis sacrifié, voilà, donc on peut la voir ici. Donc là, on a été dans un événement de paintball. Et donc c'était aussi pour un peu nouer les liens entre les différentes personnes de l'accélération et puis apprendre à mieux nous connaître. Enfin, j'aime beaucoup ce genre d'événement. Et ouais, et du coup, je me suis sacrifié pour l'équipe. L'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de sacrifices. Moi, le mien, cette dernière fois, il était physique, mais on s'est bien amusé. Une très belle expérience. On s'est bien amusé. En tout cas, vraiment un grand merci Amine pour cette opportunité aussi. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Justement, on doit reprendre un cours, mais j'ai juste deux questions. La première, c'est qu'est-ce que tu dirais à Sofiane tout jeune? Si tu l'as devant toi là maintenant, Sofiane tout jeune, qu'est-ce que je lui dirais? Reste naïf. Parce que c'est cette naïveté qui a fait que je suis parti en France et que je ne savais pas à quoi m'attendre. Et c'est cette naïveté aussi qui m'a permis de lancer ma boîte sans savoir dans quoi je me lançais. Et donc je pense que, mais naïf pas dans le sens mauvais du terme, mais plus naïf dans le sens curieux, tu vois. Parce que la curiosité, c'est quand même, c'est l'atout principal d'un chercheur, c'est la curiosité. Sans curiosité, il n'y a pas de recherche. Et donc, ouais, vraiment pour moi, rester curieux. Ouais. La dernière question, on vient plus ou moins du même coin, je suis algérien, tu es marocain. On connaît les challenges de ces régions-là. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes? Aux jeunes du Maroc? Je leur dirais commencez. Commencez. Quoi que vous voulez entreprendre, juste commencez. Mettez un pied devant l'autre et avancez. Et je me rappelle d'un dicton que m'avait dit un ami à moi, donc avec qui je travaillais justement à l'INSERM. Et c'était un ami togolais. Et il m'a dit, Soufiane, non, on dit un dicton souvent au Togo. Il m'a dit, toujours tu avances et tu mets la cale. Comme ça, tu recules pas.
tu vois. Mais si tu avances d'un centimètre au quotidien, ben, tu verras que tu peux accomplir des merveilles. Merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ton histoire, c'était très inspirant et on va courir avant qu'on ait un avertissement parce qu'il ne faut pas en avoir. Exactement. Merci beaucoup Amine. Yes, à très très vite. Ça marche. Merci.